Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous dans ce nouveau apéro talk Teddy Pellerin, qui est le cofondateur de Hitch. Alors, n'hésitez pas à poser des questions et c'est parti. Alors, tu peux commencer par t'introduire peut-être? Oui, bien sûr. Déjà, merci de m'accueillir, c'est gentil. Moi, je m'appelle Teddy, je suis l'un des trois cofondateurs de Hitch, qui est une application mobile qui permet principalement aux jeunes de se déplacer la nuit grâce à des conducteurs qui sont des particuliers et qui vont conduire simplement de temps en temps pour rembourser une partie des frais annuels de leur voiture. Ok, comment est-ce que tu as eu l'idée au tout début? Ouais, il n'y a pas eu un moment clé en mode comme ça, on s'est dit on va faire ça. Moi, avant ça, j'étais au Maroc, j'avais aidé une copine à monter un équivalent de Groupon sur le marché marocain. Puis je suis rentré en France début 2013. Et c'est un moment, on dit souvent que Hitch, c'est un peu un mix entre trois phénomènes qui se sont rejoints. Donc il y a le plus important qui est probablement le renouveau de la nuit parisienne, parce que fin des années 2000, enfin 2009-2010, la nuit parisienne était assez morte. Il y avait les pétitions, les fameuses pétitions, la nuit se meurt en silence, etc. Et c'est vrai que 2011, 2012 et surtout 2013, il y a ce qu'on appelle maintenant le renouveau de la nuit parisienne avec énormément de soirées en banlieue, avec la vague électro qui arrive de Berlin et qui permet de faire des projets beaucoup plus sympas, mais plus loin, dans des espaces plus grands et avec des problèmes de mobilité un peu plus importants. Donc du coup, quand on sort entre jeunes et qu'on se retrouve dans une soirée dans ce type de lieu, en banlieue, enfin des lieux assez ouverts, etc., et qu'à 4 heures du matin, on est obligé de rentrer avec ses potes et de commander un Uber, où à l'époque, il n'y avait que des offres berlines, forcément, il y a un vrai décalage entre ce qu'on attend, entre la soirée qu'on vient de vivre, et le service proposé. Donc il y a ça d'un côté, bien évidemment le développement des applis, et voilà, le fait de pouvoir juste commander des conducteurs via des applis, puisque Uber en 2013 existait déjà depuis quelques années, il y avait déjà chauffeur privé, le cab, il y avait déjà quand même quelques services à Paris. Et le dernier point, c'est aussi cette nouvelle mouvance de l'économie du partage, où on est passé de projets où le partage était très très important et le mot économie était très peu important. Et petit à petit, en fait, il y a un certain équilibre entre les deux. Et le plus gros modèle, à mon avis, c'est Airbnb, où là, clairement, quand on est sur Airbnb, la plupart des gens, ils font quand même ça pour gagner un peu d'argent, pour voilà, que leur appartement leur coûte moins cher. Donc quand on fait un mix entre les trois, on secoue et puis on est à peu près each, quoi. Ok, est-ce que tu peux clarifier en fait la différence entre vous, les VTC, Uber, les taxis, enfin pour que ça soit un peu plus... Ouais, bon, on va résumer parce que le conflit est tellement long que c'est compliqué. Les taxis, bon, ce sont des gens qui ont une licence qui leur permet de prendre des gens dans la rue. La grosse différence entre un taxi et un VTC, c'est qu'un taxi, si quelqu'un l'arrête dans la rue, il s'arrête et puis il peut le prendre. Qu'un VTC, il est obligé d'avoir une commande. Les VTC, ça existe quand même depuis longtemps, mais avant, c'est ce qu'on appelait la grande remise, où les gens travaillaient principalement avec des hôtels assez luxueux, en fait, parce il y avait peu de demandes. Et c'est vrai que l'arrivée des applications numériques a permis de simplifier la commande, où du coup, d'un coup, tu te retrouves avec plein de conducteurs disponibles et tu peux les commander directement. Donc forcément, les prix diminuent et forcément, tu te retrouves avec un système qui est beaucoup plus proche des taxis. Voilà, donc la différence entre les deux est là, mais les deux conducteurs, qu'on soit taxi ou VTC, ce sont des conducteurs qui sont des professionnels, c'est leur métier, donc ils ont des autorisations pour pouvoir en faire leur métier et ils font ça toute la semaine. Hitch, c'est quelque chose qui est encore différent, parce que nous, on a des conducteurs qui sont des particuliers, c'est pas du tout leur métier de conduire sur l'application. Eux, ils vont vraiment conduire de temps en temps. Donc, par exemple, en moyenne, en 2015, un conducteur Hitch, il a gagné 1850 euros sur l'année. En gros, quand on fait le calcul, c'est 36 euros par semaine, donc c'est quand même pas du tout la même chose. Nous, ils vont simplement conduire, parce que de temps en temps, ils ont du temps libre, et ça leur permet voilà, d'avoir un petit peu d'argent pour payer les frais d'assurance, d'entretien, etc. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que de base, quand on n'a que des offres professionnelles, forcément, on a à peu près le même nombre de conducteurs, de chauffeurs, quel que soit le moment de la semaine. Tu ne peux pas avoir 4 fois plus de chauffeurs un samedi soir à 2 heures du matin qu'un lundi après-midi, parce que quand tu es pro, tu conduis juste tout le temps, quoi. Et l'un des intérêts de l'économie du partage, c'est que justement, tu arrives à avoir des offres en fait, qui vont mieux s'adapter au pic de demande, parce que nous, nos conducteurs, principalement, ils vont conduire le vendredi et le samedi soir, puisque c'est la semaine, ils ont une activité, soit ils sont étudiants, soit ils ont un job, donc ils vont faire ça quand ils ont du temps, et quand il y a un besoin d'offres supplémentaires. Donc on vient beaucoup plus en complément des offres professionnelles que en concurrence. On n'y vient même pas du tout en concurrence. On n'est pas ouvert la journée.
on fait pas les aéroports, on fait pas les zones d'affaires. Voilà, nous on vient juste prendre les gens qui sortent le soir, principalement le soir de week-end, pour essayer de créer une offre un peu plus sympa. Ouais. Et lorsque tu es ce genre de technologies qui sont vraiment disruptives, il y a toujours ce moment où tu es un peu borderline au niveau de la loi qui est établie. Et est-ce que tu aurais des conseils en fait pour les gens qui veulent se lancer et qui sont un peu en zone grise comme ça? Est-ce que toi tu étais préparé pour ce genre de choses ou... Ouais, alors enfin non, préparé non, tu l'es pas parce que tu sais, de toute façon tu sais pas ce qui va t'arriver et tu peux jamais être préparé. Après, tu peux quand même te douter que ça va pas être une partie de plaisir, surtout qu'on connaît un peu l'univers du taxi. Ça fait quand même plusieurs fois où on a voulu réformer le monde du taxi et ça a rarement été fait, même jamais été fait, parce qu'à chaque fois il y a des vrais conflits. Donc non, tu sais que ça va être compliqué. Après, si tu te poses trop la question, ouais, mais si je me fais emmerder légalement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, à la fin, tu n'y vas jamais, quoi. Donc à un moment, bon, bah, il faut y aller. Et puis, si les problèmes arrivent, c'est que ton service il fonctionne. Si gêne personne, tu n'auras pas de problème réglementaire. Si tu commences à en avoir, bon, c'est chiant, mais d'un autre côté, ça veut dire que ton truc il fonctionne, il y a des gens qui s'en servent, et du coup, ça touche une partie de la population. Ok. Et si je me souviens bien, en août ou en juin, il y avait eu Uberpop qui avait été shut down, c'est ça? Mm. Et vous, il y avait eu un article de la police, c'est ça, qui disait que qui vous avez cité, je crois. Alors en gros, Et en fait, ouais. je voulais juste savoir comment vous l'avez vécu en termes de PR, comment est-ce que vous avez rebondi sur ce genre de Ouais. problématique. Ouais. Bah alors juste pour refaire un peu sur l'histoire de Hitch, hein, nous on s'est lancé en septembre 2013. Donc à la base, on est 3 cofondateurs. Donc bon, au début, on n'avait pas vraiment d'argent. Hein, donc pour se faire connaître, on a fait énormément de partenariats avec les boîtes de nuit à Paris, où en fait on proposait dans la soirée aux gens de tester le service. Et puis voilà, il y avait des conducteurs pas trop loin, donc les gens pouvaient tester. Petit à petit, ça a donné un petit peu de bouche à oreille, mais c'est vrai qu'on a toujours refusé de faire de la presse grand public. Donc en fait, on est arrivé à l'été 2015, personne ne nous connaissait, alors qu'on faisait déjà quand même des volumes assez sympas, puisque justement, on considérait que faire la presse grand public, à part nous amener des problèmes, ça ne nous servirait pas à grand-chose. Et pour toucher nos utilisateurs, parce que sur Reach, il y a 80% des gens qui ont moins de 25 ans, pour les toucher, en gros, le meilleur moyen, c'était dans les soirées et via les BDE, quoi. Donc on ne s'intéressait pas du tout à faire de la presse ou ce genre de choses, on refusait tout. Donc du coup, quand ça a un petit peu pété à l'été 2015, on n'était pas très bien préparé. Et c'est plutôt Uber qui a mené la danse et qui a expliqué ouais, mais attention, si vous interdisez Uber Pop, vous allez devoir interdire Hitch parce qu'ils font la même chose que nous, etc. Et c'est vrai que là, on s'est retrouvé, c'était pas évident puisque tu te retrouves alors que ton service c'est quand même pas la même chose. Uber Pop, pour le coup, bon, c'était ouvert tout le temps, ça permettait à tout le monde de conduire autant que tu voulais, et c'était vraiment fait pour essayer de permettre à des particuliers de devenir des professionnels du transport. Donc tu fais clairement pas la même chose. Et malgré tout, toi, tu n'as pas accès à ce monde-là, tu n'as pas accès au monde de la presse, donc tu ne peux pas dire que c'est différent. Donc fatalement, la tension augmentant, ça a déboulé sur un communiqué de presse de la préfecture de police qui annonçait l'interdiction de Uberpop, Hitch et Jump, qui était une boîte qui faisait à peu près la même chose que nous à ce moment-là. Voilà, donc ça c'était le communiqué de presse. Donc là tu fais ah ouais d'accord. Et après 3-4 jours plus tard il y a eu l'arrêté, donc c'est lui qui avait valeur légale, et donc là dans l'arrêté la dénomination avait été légèrement modifiée. Donc là il était simplement indiqué que les applications de type Uberpop étaient interdites. Donc là, nous, on a décidé de continuer parce qu'on estime qu'on n'est pas une application de type Uberpop. Puis on estime que s'ils ont changé la dénomination entre le communiqué de presse qui n'a pas de valeur légale et l'arrêté qui a une valeur légale, c'est qu'a priori, ils ont voulu faire les choses différemment. S'ils avaient voulu interdire Hitch, ils auraient écrit exactement la même phrase. Donc du coup, on a continué. Ça a été assez compliqué parce qu'au début, il y avait un vrai amalgame entre Uberpop et Hitch. Donc on a eu les mêmes problèmes avec des conducteurs en garde à vue, etc., etc. Puis petit à petit, maintenant, on a réussi à peu près à expliquer notre modèle. Alors il y a quand même de temps en temps encore des incompréhensions, mais maintenant les gens font quand même mieux la différence et c'est quand même un peu mieux compris ce qu'on fait, pourquoi c'est utile, pourquoi c'est complémentaire des offres professionnelles. Et du coup, ça va mieux. Il y a encore des soucis, mais on a quand même l'impression d'avancer. Est-ce qu'un de vous a une question?
Non, l'assurance, c'est pas un sujet. En fait, sur Hitch, il y a une assurance complémentaire qui couvre les passagers et les conducteurs. Voilà, donc si jamais l'assurance du conducteur venait à faire défaut. Donc non, à partir du moment où tu as assez de volume, généralement les assureurs, ils évaluent leurs risques, mais bon, tu peux faire des trucs avec eux, il n'y a pas de souci. Nous, en fait, mais là, ça devient un peu plus technique. Nous, il y a la loi Thévenoud qui est sortie en 2014, parce qu'avant, quand on a commencé, il n'y avait vraiment pas de loi. Donc, il y a la loi Thévenoud qui est sortie, qui, en gros, interdit le transport entre particuliers à titre onéreux, à l'exception du partage de frais, plus ou moins pour résumer. La notion de partage de frais n'est pas du tout définie. Voilà, donc, le partage de frais, est-ce que c'est juste du covoiturage à la Blablacar, où quand tu fais un trajet, tu demandes 10 centimes d'euros par tête, par kilomètre? Et dans ce cas-là, ça veut dire que, en gros, le covoiturage va devoir rester sur de la très longue distance parce que, bon, en gros, ouais, gagner 20 euros pour faire 300 bornes, les gens ils sont motivés. Mais si jamais tu demandes 10 centimes d'euros par tête pour 10 km, à la fin, tu as 1 euro. Il y a peu de conducteurs qui vont avoir envie de le faire. Donc, est-ce que le partage de frais, c'est ça? Est-ce que le partage de frais, c'est sur une voiture? Donc, le fait de posséder une voiture, c'est quelque chose qui te coûte pas mal d'argent. Hein. C'est estimé à 6 000 euros par an en France. C'est pour ça que sur Reach, en fait, nos conducteurs peuvent conduire jusqu'à ce plafond-là. Et derrière, ils ne peuvent plus conduire. Donc, voilà, donc, il y a ces débats-là de la notion de partage de frais. Quand est-ce que tu es un particulier amateur? Quand est-ce que tu deviens un professionnel? Et donc, c'est encore un peu flou. Il n'y a pas vraiment de règles clairement établies. Donc, nous, on a ce risque-là. À un moment, c'est que la notion de partage de frais, soit elle nous intègre, soit elle ne nous intègre pas, ce qui serait plus compliqué. Ouais. Mais ce qui serait dommage, honnêtement, parce que tu tues vraiment l'innovation, quoi. Ok, une autre question? Énormément de choses, ouais. Pour le coup, nous, ils nous aident énormément. Nous, on est rentré chez The Family en août 2013, donc avant de lancer Hitch. Donc il y a plusieurs phases. Il y a la première phase où ça te permet d'éviter de te prendre trop la tête sur des questions stupides, parce que surtout à l'époque, ils avaient quand même moins de startups. Donc dès qu'on avait une question, un doute, tu poses la question à quelqu'un, il te répond. Alors, ça se trouve, une fois sur deux, il a raison, une fois sur deux, il a tort, mais au moins, tu évites de te prendre la tête, tu fais, et puis si tu vois qu'il avait tort, tu changes et tu fais l'autre chose. Donc, du coup, tu gagnes énormément de temps. Voilà, quand tu as des doutes, des questions, c'est quand même des gens qui ont énormément de compétences, énormément d'expérience, et qui sont toujours prêts à aider. Donc, moi, je trouve ça génial. Après, tu as l'environnement, mais dont nous, on s'est un peu moins servi, tout ce qui est package pour avoir des gratuités à droite, à gauche, etc. Et puis, pour aussi avoir un réseau d'entrepreneurs, ça peut être utile, ça dépend de ton business. Nous, honnêtement, quand on a lancé Hitch, à chaque fois que j'allais à The Family, j'expliquais, on me demandait ce que je faisais, je disais ouais, bon, on a lancé Hitch, les gens ne connaissaient pas, ils me demandaient mais c'est quoi Hitch? Bon, je racontais ce que c'était. Tout le monde me disait ah ouais, c'est comme Jump. Jump était beaucoup plus connu dans le réseau des start-upers que Hitch, parce que nous, on ne visait pas du tout ce réseau-là, puisque les gens qui lancent des boîtes, généralement, ne sortent pas tant que ça, parce qu'ils ont autre chose à foutre. Donc, du coup, on était beaucoup moins connus, mais par contre, on faisait plus de trajets, quoi. Donc, ça dépend de ton business. Après, là, le réseau, ça dépend si te sert ou pas. Et maintenant, The Family, on est rentré dans une autre phase. Ils nous aident énormément, parce qu'on est sur des problématiques quand même assez complexes, d'un point de vue politique, d'un point de vue sur énormément de sujets en fait. Et là, ils ont une expertise et un réseau plus, on va dire, high level qui est ultra important. Ouais. Je veux juste savoir quelle est la stratégie de développement, ouvrir le service dans d'autres villes en France et en Europe, dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Plutôt en Europe. En France, non, on n'a pas trop on n'a pas trop envie d'ouvrir de nouvelles villes en France pour l'instant. On est présent à Paris, Lyon et Lille. C'est bien, mais il y a une vraie différence de volume entre Paris et les autres villes. Et c'est vrai qu'ouvrir des villes de province, c'est compliqué, parce que pour le coup, tu as tout de suite une tension assez forte entre les acteurs professionnels locaux et ton service. Donc après, commencer à aller se prendre des problèmes. Uber Pop a dû fermer quand ils ont ouvert dans certaines villes, et c'était les villes les plus violentes, quoi. C'était Marseille, Strasbourg et Nantes. C'est à partir de ce moment-là où c'est parti en vrille. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment envie d'aller en province actuellement. Par contre, à l'étranger, ouais, on trouve que c'est génial de pouvoir dupliquer le modèle Hitch sur d'autres villes européennes, quoi. L'idée de Hitch à terme, c'est quoi? On n'est pas là pour faire un Uber bis. En gros, nous, on considère, d'un point de vue vraiment strat, ça va expliquer assez simplement, on considère que toutes les boîtes qui essayent de faire du Uber, a priori, vont avoir du mal à les battre, parce que c'est des mecs qui ont levé 10 milliards de dollars,
Nous, on n'a pas du tout levé 10 milliards de dollars. Donc, tu vas juste faire la même chose qu'eux, mais moins bien, et tu vas te faire défoncer. Par contre, sur Hitch, il y a un truc qui est très fort, c'est qu'on est ouvert que la nuit. À partir du moment où tu expliques ça, en fait, tu arrives à créer un service différent sur la nuit. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'un conducteur, qu'il soit sur Uber Pop, UberX ou n'importe où, quand il conduit tout le temps, forcément, il va avoir différents types de passagers. Il va avoir des hommes d'affaires, des touristes, et il va avoir des jeunes à 4 heures du matin qui montent dans sa voiture. Il est obligé de proposer une expérience neutre, parce que il a tout type de passagers, et en plus il est censé avoir plutôt une belle voiture pour avoir un service satisfaisant pour les hommes d'affaires. Du coup, les jeunes à 4 heures du mat, c'est les clients les plus dangereux, parce qu'ils peuvent vomir, ils peuvent faire tout un tas de trucs dans la bagnole, donc forcément ça se passe pas très bien, quoi. Tu as une vraie méfiance entre un conducteur on va dire qui conduit tout le temps et un jeune qui rentre de soirée, quoi. C'est pas des mondes qui se comprennent. À partir du moment où tu expliques que toi ton service est ouvert qu'entre 20h et 6h, les conducteurs que tu attires, en fait, c'est des mecs qui se disent ok, je vais être qu'avec des jeunes qui sont cramés. Vraiment, je vais avoir que ça dans ma voiture. Et du coup, tu attires des conducteurs qui sont à l'aise avec ça, parce qu'ils sont jeunes aussi, parce que la semaine d'après, c'est peut-être eux qui vont sortir. Et du coup, ça se passe complètement différemment. Nous, tu as toujours des passagers, tu en as un qui monte devant, tout le monde se tutoie, etc. Et tu arrives à créer une vraie différence. Donc, le but de Hitch à terme, c'est quoi? C'est juste de devenir en fait la plateforme préférée des gens qui sortent pour pouvoir se déplacer, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes européennes. Tu pourrais nous donner des exemples de villes où vous voulez aller? Nous, on s'est lancé à Varsovie il n'y a pas très très longtemps, en décembre 2015. Après, là, on va essayer d'aller un peu en Europe du Nord. Donc, on choisit nos villes plutôt par rapport à la taille, l'activité nocturne et l'environnement réglementaire. Varsovie a l'avantage d'avoir déjà des conducteurs qui sont des particuliers qui ramènent d'autres personnes le soir. Ils appellent ça des sauveteurs pour éviter que les gens ils conduisent avec trop de vodka dans le sang. Donc du coup, nous, c'était assez pratique d'aller là-bas. Donc là, on va essayer d'aller un peu plus en Europe du Nord, en Scandinavie. Et après, on va voir. Ouais, on va voir. L'économie collaborative, il y a des pays plus ouverts que d'autres. Tu regardes quand tu vois que Blablacar ils sont attaqués en Espagne, tu te dis bon, peut-être pas y aller tout de suite parce que ça va être compliqué. Si même Blablacar ils sont attaqués, donc tu peux aussi un peu choisir tes pays comme ça. Mais il y a beaucoup de pays où il y a de quoi faire. Il y en a ils sont beaucoup plus ouverts qu'en France. Il y a des pays qui sont moins ouverts qu'en France. Ça dépend. Et puis petit à petit, tu sais que les mentalités vont probablement aussi évoluer. Ok. D'autres questions? Tu parlais d'investissement et pas de 10 milliards. Est-ce que vous pouvez donner sur éventuellement combien, mais surtout 9 milliards. 9 milliards, voilà, 9. Non, qui vous a suivi ou qui vous a financé? Ouais, alors Si on a. pas... Non, les montants on les donne pas effectivement. Après, les entreprises on peut les donner. On a levé 2 fois de l'argent. La première fois c'était avec Vieille Idée, qui est une filiale du groupe Mobivia, donc il y a Noroto, Midas et 2-3 boîtes comme ça. Ils ont créé un petit fonds d'investissement en fait qui est spécialisé dans toute la mobilité, qui est très très bien d'ailleurs. Donc s'il y a des gens qui créent des boîtes sur la mobilité, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont investisseurs de nous, de Drivey, de quelques boîtes comme ça, WiseUp, enfin un peu des trucs sur le covoiturage, etc. Et ensuite, on a relevé de l'argent en 2015, donc avec Alven Capital, Vieille Idée et Kima. Et ça s'est passé comment en fait le processus exactement? Tu peux nous guider de quand est-ce que tu as décidé que tu avais besoin de fonds et Ouais, alors sur les premiers, on a vu Vieille Idée en septembre 2013. On s'est lancé en septembre 2013. Je sais pas, j'avais une copine qui m'avait dit rencontre-les, peut-être qu'un jour ça te servira. Donc on les avait rencontrés. Du coup, on s'est suivis pendant quelques mois et puis au bout de 4-5 mois, je sais pas, on se voyait une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Mais c'est un très bon plan de rencontrer des investisseurs quand vous ne demandez pas d'argent, quoi. Parce qu'on a fait le premier rendez-vous, ils nous demandent ce qu'on fait, on dit là on vient de se lancer, on avait fait qu'un week-end, quoi. On vient de faire un week-end, voilà ce qui s'est passé. Ok, mais vous voulez quoi? Ah non, mais nous on veut rien, on veut absolument rien. Et ça marche beaucoup mieux d'aller voir des gens quand tu leur demandes absolument rien. Et puis petit à petit, ils apprennent à te connaître. S'ils t'ont bien aimé, ils disent vas-y, on se revoit dans 2 mois, tu nous diras où t'en es. Et puis au bout d'un moment, quand tu as besoin d'eux, tu leur dis là, on aimerait bien accélérer un petit peu. On voit qu'on a un peu de traction. Est-ce que vous voulez embarquer dans l'aventure? C'est pas mal si tu as une autre boîte à côté pour leur montrer que s'ils viennent pas, tu vas tracer avec quelqu'un d'autre. Et puis après, ça s'est fait assez naturellement, assez bien. Ouais. Voilà. Sachant que nous, c'est assez compliqué de lever de l'argent vu le contexte concurrentiel et réglementaire. C'est pas simple.
Voilà, donc après, on a réussi à le faire quand on avait besoin, mais c'est vrai que c'était pas non plus des parties de plaisir. Et c'était le besoin, en fait, il était pour le développement ou tout simplement Ouais, la première fois, l'objectif, c'était plus de recruter des développeurs, parce qu'on avait 3 cofondateurs, mais on avait une seule personne, enfin on a notre directeur technique, Elik, qui est le CTO, et on avait quelques potes d'école qui nous ont aidés aussi sur la première version de l'appli. Mais ouais, il fallait qu'on recrute un peu des développeurs. On n'avait pas d'appli Android, l'appli iPhone était pourrie, enfin à un moment, il fallait un peu d'argent pour accélérer quand même. La deuxième fois, c'était plus pour essayer d'aller à l'international. Voilà, donc on avait levé en mars ou avril 2015. Bon, on a mis un peu plus de temps que prévu pour aller à l'international parce qu'on a eu un été un peu compliqué, mais on a réussi à le faire en 2015 quand même, et puis on va essayer de continuer cette année. Là. On n'a pas parlé de ton background, tu peux juste dire si tu es technique Moi, j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle Supélec. Donc je suis sorti en 2008, donc après j'ai un peu bossé. J'ai bossé 3 ans dans des boîtes dans l'énergie solaire. Je fais un peu de tout. Voilà. J'ai géré des projets, des trucs comme ça. Et après, j'ai fait donc 2 ans au Maroc sur un équivalent de Groupon marocain qui avait été lancé par une copine d'école. Et du coup, au début, j'y suis allé juste pour prendre un peu de vacances. Et puis finalement, je suis resté 2 ans. Donc voilà, oui, je m'occupais de la partie commerciale, donc rien à voir. J'étais directeur commercial de la boîte. C'était assez marrant. Et voilà, donc du coup, non, on est répartis sur les 3 cofondateurs. Donc Mathieu, lui, a aussi fait Supélec. Et Elik, lui, a fait l'Epitech. Donc Elik est le CTO, c'est logique, les formations. Moi, je m'occupe plutôt des opérations. Et Mathieu s'occupe plutôt du marketing au sens large, donc tout ce qui est produit et communication. En gros, si on veut faire ça simplement, tu as Mathieu qui est le cerveau. Puis tu as le bras qui construit, c'est Elik. Donc il construit vraiment l'appli que Mathieu design et tout ça. Et puis tu as les mecs un peu débiles, c'est nous sur les opérations. On est juste là pour exécuter et faire en sorte que ça marche bien, quoi. Voilà. Ok. Et comme vous êtes une plateforme, en fait, au tout début, est-ce que ça a été difficile de recruter des drivers ou est-ce que vous avez t'as des conseils Ouais, alors finalement, les drivers, ça a été. On s'est rapproché de quelques trucs étudiants pour proposer à des étudiants de conduire un petit peu le soir, parce qu'on pensait que ça les ferait aussi rire. Bon, forcément, au début, ça te permettait pas de participer beaucoup à l'amortissement de ta voiture. Mais voilà, après, on s'est quand même beaucoup donné, hein, parce que sur les 9 premiers mois, Mathieu et moi, tous les vendredis et samedis soirs, entre minuit et 6 heures, on était chacun dans un club. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui sortait de la soirée, en gros, soit il nous disait comment il rentrait, soit il rentrait en hitch, quoi. Donc on ne laissait pas grand monde passer. Donc du coup, ouais, c'est quand même pas mal donné. Et c'est vrai que quand tu arrives à trouver des passagers au début pour tes conducteurs, après tes conducteurs, ils trouvent ça marrant, ils reviennent, et puis ça vient petit à petit, quoi. Mais bon, par contre, quand tu commences de rien, parce que pour le coup, tu as Uber, quand il se lance dans une ville, il paye des drivers à l'heure, quoi. Et puis au moins, tu as déjà un service fiable. Donc c'est bien. Et puis après, il donne des codes promo, donc les passagers viennent. Donc bon, c'est cool. Quand tu commences sans argent, toi, tu n'as pas de driver, tu n'as pas de passagers. On a commencé la première soirée, il y a 2 drivers. Déjà, tu as de la dispo nulle part. Et en plus, tu n'as pas de passagers. Donc voilà, même si tu as une bonne croissance et que tu es à 10% de croissance par semaine, quand tu commences avec 2-3 drivers, il te faut quelques semaines pour passer à 4 drivers, quoi. Donc ça prend du temps. Ouais. Mais bon, après, il faut passer par là. Hein. Quelqu'un a une question particulière? Ouais, on communique sur le nombre de trajets, donc on fait 50 000 trajets par semaine, ce qui est à la fois pas mal, hein, pour une start-up comme la nôtre, mais c'est encore, enfin c'est pas non plus énorme par rapport au marché, par rapport à des monstres comme Uber et G7, quoi. Oh, l'ambition à Paris, c'est pas spécialement de faire enfin même on sait qu'on peut pas faire un x10, on a aucun intérêt à faire ça et aucune envie, parce que ça voudrait dire de s'ouvrir en fait sur d'autres marchés et d'essayer d'avoir d'autres cibles que les jeunes qui sortent le soir. Et du coup, si on fait ça, je pense qu'on perd en fait un peu l'âme de Hitch. C'est un peu le même choix, enfin sauf qu'on
on n'est quand même pas du tout à la même taille, mais pour ceux qui connaissent Lyft, qui était aux États-Unis, ceux qui avaient les moustaches roses, ils ont commencé avec un esprit très collaboratif, très humain, très social, etc. Pas comme nous. Jump était plus comme ça. Nous, on est plus un côté très nuit, en fait. Mais du coup, une fois qu'ils ont grossi, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on reste sur ce côté-là, mais on n'aura que ce type de passager-là, ou est-ce qu'on essaye de tout prendre? Mais si tu essayes de tout prendre, tu vas en frontal avec Uber, quoi. Lyft, vu l'argent qu'ils ont levé, ils ont dit bah vas-y, on va aller tester d'aller en frontal avec Uber. Mais tu vois que du coup, ils ont gommé un petit peu vraiment leur différenciation, leurs éléments différenciants. Ils ont enlevé les moustaches des voitures qui étaient devant, ils les ont mis un peu à l'intérieur. À un moment, ils avaient envoyé un mail à leurs passagers en mode bon, ça y est, vous n'êtes pas obligé de monter à l'avant, vous n'êtes pas obligé de faire un check au conducteur quand vous pouvez monter derrière et ne pas lui parler, quoi. Donc ils lissent et ils commencent à avoir une expérience beaucoup plus neutre, en fait. Donc nous, là, on arrive un peu à ce stade-là où tu as un peu de volume et tu te poses la question comment je fais pour grossir mon volume. Nous, clairement, on a fait le choix, et je pense que c'est le bon, on verra, l'avenir le dira, qui est de rester absolument sur la nuit, faire que ça, par contre d'être les meilleurs là-dessus, et de le dupliquer dans toutes les villes européennes. Voilà. Et là, on pense que si on arrive à faire ça et que tu deviens l'acteur référent des soirées des jeunes de toutes les villes européennes, enfin, honnêtement, ça va nous faire kiffer, quoi. La question a sans doute été déjà posée. Quel est le modèle économique? Elle n'a pas été posée. Donc en fait, nous sur Hitch, quand on commande, il y a une suggestion qui est affichée sur l'application. À la fin du trajet, le passager a le choix en fait de participer aux frais de la voiture du conducteur. Donc il a le choix de donner ce qu'il souhaite au conducteur. Donc il peut donner la suggestion, il peut donner un peu plus s'il a envie, il peut donner un peu moins s'il a envie. Et du coup, on prend une commission de 15% sur les montants qui sont échangés sur la plateforme. Et là-dedans, en fait, il est où l'intérêt particulier du conducteur, en fait, dans le sens où s'il peut ne pas être payé, en fait, quel est son intérêt pur, sachant qu'il peut se retrouver avec du vomi dans son... C'est un choix de l'entreprise, c'est un choix de notre part, pour deux raisons. La première, c'est que ça permet aussi d'inciter tes conducteurs à proposer l'expérience que tu souhaites qu'ils proposent, parce que forcément, tu peux expliquer à un conducteur, les gens ils vont choisir combien ils donnent, donc si t'es pas sympa, forcément ils risquent de donner moins. Par contre, si t'es cool, si tu as de la bonne musique dans ta voiture, si tu donnes des petits bonbons, etc., bon, bah, tu verras, ils vont probablement être un peu plus sympas avec toi à la fin. Donc ça, c'est sympa, ça marche bien en plus. Et aussi, il y a un côté, vu qu'on est sur un cadre réglementaire qui est encore incertain, il y a un côté aussi un côté légal en fait, où le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. Donc nous, Hitch, on n'en fait pas pour deux raisons. La première, c'est que nos conducteurs ne gagnent pas d'argent grâce à leur voiture. En fait, ils vont simplement pouvoir rembourser les frais annuels de leur voiture. La deuxième, c'est qu'en plus, effectivement, il n'y a pas de tarification sur la plateforme, le passager étant libre de donner ce qu'il souhaite à la fin. D'accord. Et vous n'avez pas de soucis en termes, lorsque vous recrutez les drivers, comment est-ce que ça se passe en fait? Est-ce que vous avez un background check? Parce que comment est-ce que vous gérez ce genre de problème? Est-ce que le gars il a un casier judiciaire ou... Ouais, on demande pas mal d'éléments. Ça me fait toujours rire cette question, parce qu'elle vient toujours, c'est assez marrant. Et on la pose toujours aux services qui font du transport sur 10 km. Et on la pose jamais à Blablacar qui fait des trajets de 300 km. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, j'y réponds avec plaisir. Donc nous, on demande pas mal d'éléments. Donc on demande permis de conduire, carte grise, assurance. On demande effectivement aussi l'extrait B3, donc le casier judiciaire, l'extrait 3 du casier judiciaire. On vérifie tout ça. Ensuite, il y a donc une assurance complémentaire sur Hitch qui couvre aussi tout le monde dans les voitures. Et le plus important, c'est après toute la donnée que tu as. Tu as d'un côté les notes échangées entre les passagers et les conducteurs. Donc nous, pour rester sur la plateforme, il faut avoir plus de 4,5 sur 5 de moyenne, qu'on soit passager ou conducteur. Et ça, c'est hyper efficace. Enfin, ça, c'est impressionnant à quel point tu sais exactement ce qui se passe dans les voitures quand un conducteur a telle moyenne, telle moyenne, telle moyenne, telle moyenne. Tu sais à peu près à quel moment il donne des bonbons, etc. Donc ça marche hyper bien. Et après, toute la donnée que tu as, en fait, tu as tellement de données que ton service est beaucoup plus fiable et rassurant. Moi, je trouve qu'un simple taxi dans la rue. Alors pour l'instant, après, quand ils auront du numérique aussi, ça changera, ce sera équivalent. Mais par exemple, des trucs tout bêtes, on récupère une dizaine de téléphones par soir de week-end que tu peux rendre aux passagers. C'est des trucs que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas de données. Ouais. Tu as tout qui est tracé, donc ça, forcément, c'est plus simple.
Alors moi, je voulais savoir la part des clients qui ne payent pas du tout le conducteur. Ouais, alors on parle de passagers, nous on parle pas de clients. On donne pas on donne pas cette répartition, je suis désolé, donc je pourrais pas répondre. Je te la donnerai tout à l'heure quand ce sera plus filmé si tu veux. Il y en a, hein, c'est sûr. Voilà, heureusement c'est pas la majorité, mais il y en a, oui. Les passagers sont notés aussi, ouais. Alors après, le conducteur, lui, à la fin, quand c'est voilà, une participation par carte bancaire, bon, il note à ce moment-là, il ne sait pas combien il a eu, donc il note pas comme ça, ouais. Je voulais savoir à quel moment tu as considéré que Hitch avait décollé et qu'est-ce qui a fait que ça a décollé? Est-ce que c'est les bonbons ou un autre truc? Alors moi, je ne considère pas que Hitch a décollé. On en est encore au début et il y a encore plein de choses à faire. Donc, bon, je te répondrai peut-être dans 3 ans, je te dirai ça y est. Non, c'est assez progressif. Après, nous, c'est vrai qu'on était hyper terrain, ce qui est pas mal parce que quand tu es tous les vendredis, tous les samedis soirs devant les clubs, puis dans les clubs, puis à la sortie des clubs et que tu distribues tes flyers Hitch, bon, tu te rends bien compte de ce qui se passe, quoi. Les mecs, ils sont chauds, ils sont en soirée. Tu donnes un flyer Hitch, il te dit c'est quoi ça? Il dit ah ouais, c'est comme Uber. Au bout d'un moment, tu donnes un flyer Hitch, il dit ah ouais, je connais Hitch. Tu fais ok, d'accord. Après, tu comptes combien il y en a qui connaissent par soir et tu arrives à voir quand même qu'il y a un peu de croissance, donc c'est cool. Après, qu'est-ce qui a fait que ça a mieux fonctionné que d'autres services? Je ne sais pas, c'est difficile à savoir. Je pense que le fait qu'on soit à la base, si on a lancé ça, c'est aussi qu'on sort énormément, que ça nous gênait pas de faire ça tous les vendredis, tous les samedis soirs, etc. Donc on a tapé là où il fallait, quoi. On a tapé là où il fallait, c'est ouvrir un nouveau service de VTC. Je pense qu'on n'aurait pas eu la même réussite. Par contre, aller toucher les jeunes dont personne ne veut quand ils sortent de soirée, bah, clairement, ça marche bien. Ouais. En plus, avec un esprit très convivial. Enfin moi pendant 1 an et demi, maintenant c'est plus mon numéro de téléphone, mais sur l'application Hitch, il y a toujours un numéro de téléphone. Tu peux appeler 24 heures sur 24 quand tu veux. C'est la seule appli où tu as un numéro de téléphone, c'est un portable, tu tombes sur quelqu'un. Pendant la première année et demie, c'était mon téléphone, quoi. Donc c'est sûr que tu crées des relations humaines et fortes, beaucoup plus développées avec tes passagers, avec tes conducteurs, et forcément les mecs ils te suivent aussi plus, quoi. Une autre question. Moi, à la base, je viens de Lyon, je vais m'installer sur Paris. Et moi, j'ai connu Hitch à l'époque où il y avait encore Uber Pop. Et j'étais à une soirée où je m'étais quasiment perdu en fait à cette soirée. Il y avait pas mal de personnes qui étaient mineures, ça devait être entre 16 et 18 ans maximum. Et c'est la première fois en fait que je suis rentré en contact avec Hitch, que j'ai connu Hitch. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et le réflexe était de me dire c'est comme Uber Pop. Et je me suis rendu compte très rapidement, par le fait que c'était peut-être moins cher, que tu pouvais donner un peu ce que tu voulais, etc., qu'il y avait énormément justement de jeunes pour le coup et des vrais qui utilisaient vraiment Hitch à fond. Et moi je voulais savoir, pareil, quelle était finalement la part des jeunes finalement de moins de 20 ans, 22 ans qui utilisent Hitch. Et également, est-ce que finalement tu arrives aussi à faire grossir ton spectre d'usagers en termes d'âge? Alors, la moyenne d'âge sur Hitch, elle est à 23 ans, côté passager, donc elle est assez basse. Il y a 80% de moins de 25 ans. Honnêtement, je n'ai pas le détail sur en dessous les moins de 20 ans. Mais bon, vu que la moyenne d'âge globale est à 23 ans, tu dois quand même avoir une bonne proportion qui a moins de 22 ans. Ouais, ça doit être la moitié, au moins la moitié, quelque chose comme ça. En plus, c'est quand même moins de delta entre 18 et 23 contre 23 et le reste. Donc, ouais, probablement plus de la moitié des gens ont moins de 22 ans, moins de 23 ans, c'est sûr. Est-ce qu'on arrive à faire grossir? Pour l'instant, non, ça grossit. Tu as de plus en plus de jeunes, tu as de plus en plus, voilà, donc ça grossit. La moyenne d'âge ne change pas vraiment pour l'instant. Et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'elle ait vocation à changer. Voilà, si on commence à essayer de toucher tout le monde, honnêtement, on va moins bien toucher les 18-25 ans. Et si tu touches moins bien les 18-25 ans, t'es mal, quoi. Il y a moyen qu'ils aillent chez Uber ou chez d'autres trucs ou d'autres trucs qui vont arriver, quoi. Donc on n'a pas vocation alors ça fait un peu sectaire, hein, je suis désolé, on veut exclure personne, tout le monde peut venir chez Hitch, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas spécialement vocation à se développer auprès de tout le monde. Nous on a une offre nuit qui est hyper conviviale, qui est là principalement pour les jeunes. Après tous ceux qui veulent s'en servir, voilà, il faut juste que ce soit adapté, quoi.
C'est juste qu'une personne qui a 40 ou 50 ans, le fait de monter devant dans la voiture, d'être dans des petites Clio, le fait de se faire tutoyer direct au téléphone, etc., peut-être que ça lui convient moins, quoi. Voilà. Après, si ça convient à quelqu'un qui a 40-50 ans, enfin, tout le monde est bienvenu. Moi, j'ai aucun souci. Au contraire, je trouve que c'est là où tu rapproches aussi un peu voilà, des gens qui sont différents, qui ne se seraient pas rencontrés, pas forcément les mêmes générations, et c'est hyper intéressant. Que vous a apporté The Family? Ouais, désolé, il faudra regarder le replay. Non, mais beaucoup, honnêtement, énormément de choses. Moi, je conseille à tout le monde de rejoindre The Family. Énormément de conseils. Et en fait, on dit souvent que quand on lance une boîte, le plus important, c'est le temps et pas l'argent. Et The Family fait gagner du temps. Clairement, au début, on se pose plein de questions, on ne sait pas comment faire les statuts d'une boîte, on n'a jamais fait, etc. Bon, il y a des process, c'est simple, tu vas voir un tel, il te le fait, voilà, ça te coûte tant. C'est la même chose pour toutes les startups, on n'a pas à réfléchir, donc on gagne un temps considérable. Ça, au début, si vous voulez rentrer chez The Family, faites-le avant de lancer votre boîte, quoi, vous gagnerez énormément de temps. Et puis maintenant, c'est énormément de conseils avisés, très avisés. Au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie technique, le nombre de développeurs, les technologies utilisées, ce genre de choses? Ouais, alors je suis pas le CTO de la boîte, donc je suis pas un expert là-dessus. Donc je sais pas, le langage, tu veux savoir quoi? Enfin, en gros, je sais pas. Ouais. Alors au début, au tout début, nous on a 2 potes de Supélec qui ont fait la première version de l'appli. Donc il y en a un qui a fait la partie iPhone et la partie back-end. C'était en Java, je crois. Ouais. C'était sur la partie back-end, ouais, je crois. Alors je sais plus. Et après, donc, parce qu'au début, on a vraiment commencé au tout début qu'avec nos potes de Supélec. Et donc après, Eli qui est arrivé quand on a lancé, en gros. Et donc là, lui, il a tout refait en Ruby. Donc au début, il était tout seul, il a refait toute la partie back-end et la partie vraiment iOS était faite par un pote d'école. Et ensuite, on a recruté un dev iOS, un dev Android, ensuite des devs back-end. Et maintenant, en gros, on est 11. Enfin, on est 11 là-dessus. Donc il y a Elic, il y a 2 devs iOS, 2 devs Android et le reste, c'est du back-end. Voilà, et on est en train de migrer de Ruby vers du Go. Voilà. Et on recrute énormément on a besoin de devs, donc si vous êtes calé en iOS, Android ou Ruby ou Go, n'hésitez pas. Et tant que j'y suis aussi, on recrute aussi des product managers. Donc, si vous n'êtes pas codeur, mais que vous touchez un petit peu et que vous voulez être un peu la partie intelligente entre la technique et les opérations, alors là, c'est la perle rare, n'hésitez pas. Moi, ce qui m'avait vachement impressionné avec Hitch, c'était la communauté en fait qu'il y avait. Notamment, je me souviens, il y avait plein de posts avec marqué "touche pas à mon Hitch" et tout ça. Et je me demandais comment est-ce que tu as réussi à développer ça. Est-ce que c'est devenu d'un coup et comment est-ce que tu le maintiens en fait? Ouais, alors c'est assez marrant parce qu'en plus, je pense qu'on est une boîte qui est très mauvaise en com. Enfin, au début, jusqu'à très récemment, jusqu'à début d'année 2016, on n'avait pas de community manager, on n'avait personne sur ces sujets-là. Donc on n'en faisait pas. Hein. D'ailleurs, il y a peu de gens finalement. Enfin, nos utilisateurs nous connaissent beaucoup, mais les gens ne connaissaient pas trop. Et du coup, tu te rends compte que nos utilisateurs, par contre, sont hyper accrochés à ce qu'on fait. Je pense que, c'est marrant, on s'est rendu compte, le tweet qui revenait le plus naturellement sur Hitch au début, c'était Hitch, ça sauve la vie, ou Hitch, c'est la vie. Quand tu as des mecs que tu connais ni dev ni dada, tu les as pas contactés, qui tweetent Hitch, c'est la vie, et tu en as plusieurs par semaine, là, tu vas, oh putain, quand même, il y a quelque chose. Voilà. Et pourquoi en fait on a ça? C'est parce que moi je pense que, et encore une fois, c'est parce que je pense qu'on comprend beaucoup mieux la nuit que d'autres acteurs. Moi je dis souvent, la nuit c'est la soupape de liberté de la journée. C'est le moment où normalement tu oublies un peu tout et il faut quand même que ce soit un peu libre et sympa, quoi. Et la soirée du week-end, c'est les mini-vacances entre 2 semaines de cours, quoi. Il faut que tu aies un côté liberté, un côté très libre en fait. Et ce qui manquait à l'époque sur les services de transport professionnels, c'est qu'au contraire, tu as l'impression de te faire agresser et d'être dans une contrainte permanente. Et du coup, le transport est vécu comme un des pires moments de ta soirée. Alors que le but de Hitch, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ta soirée, elle commence au moment où tu sors de chez toi et où tu arrives chez toi. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi à le faire.
mais pas tout seul, hein. Nous on met un cadre, mais c'est surtout après les drivers, quoi. C'est eux qui font l'expérience dans la voiture et c'est eux qui arrivent à créer ça. Et à partir du moment où tu arrives à avoir ça, bah, pour le coup, tu changes enfin peut-être pas la vie, mais tu changes en tout cas les soirées de cette cible de passagers. Et du coup, bah, et les mecs ils veulent te défendre, quoi. Donc on l'a pas, on le pousse un petit peu quand il y a besoin, mais jusqu'à très récemment, on le poussait même jamais en fait. C'est des trucs qui se font naturellement, et puis après, tu leur demandes, bon, est-ce que vous voulez nous défendre ou pas. S'ils t'aiment, ils essayent. S'ils t'aiment pas, ils te disent non, quoi. Bonjour. Donc ça fait 3 ans à peu près que la boîte existe, si je ne me trompe pas. Je voulais juste savoir si aujourd'hui vous vous payez correctement, vous les 3 cofondateurs. Ouais, ça fait 2 ans et demi, on se paye. Ouais. Après, sincèrement, bon, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en faisant autre chose. Mais bon, quand on lance une boîte, c'est pas non plus. Enfin, pour le coup, les 3 cofondateurs, on n'est pas vraiment des hommes d'argent à la base. À partir du moment où moi je suis bien, je peux payer mon appart et faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas besoin de beaucoup plus. On fait plus ça parce que ça nous amuse et parce qu'on pense qu'il y a un vrai intérêt en fait pour une ville comme Paris et sa banlieue. Et bientôt, j'espère, d'autres villes. Donc ouais, on se paye. Après, on n'est pas une boîte rentable, voilà. Mais bon, on va essayer de le devenir rapidement ou un jour. Ouais. Bon, on perd pas autant d'argent qu'Uber. On va prendre 2 dernières questions. Comment ressentez-vous la concurrence de Taxi Bleu et G7 qui ont lancé des services pour les jeunes, entre guillemets, avec concerts, etc. et sur une éventuelle concurrence de Uberpool? Ouais, alors moi je trouve ça très bien que G7 il lance des trucs pour les jeunes, sincèrement. Nous on le voit, hein, on n'arrive pas à tout couvrir la nuit et il faut qu'il y ait plusieurs solutions pour la nuit. Donc il faudra qu'il y ait un mix entre des offres professionnelles, que ce soit Taxi G7, que ce soit des VTC et des offres comme Hitch. Donc il faut un peu de tout, je pense, pour que ça fonctionne et avoir quelque chose qui fonctionne bien. Après, bien évidemment, le marché du taxi, c'est aussi un marché qui est compliqué. Il y a un vrai bouleversement sur ce secteur-là. Forcément, quand il y a un acteur comme Uber qui arrive, qui en 3 ans est plus gros que tout le monde réuni, forcément, ça crée un vrai déséquilibre et une crainte du côté des taxis. Ça bouleverse le marché, et donc il y a des choses à faire. Et il faut aussi accompagner la transition numérique des taxis. On a proposé pas mal de fois des propositions pour essayer de sortir de cette crise. Donc j'espère qu'on y arrivera et qu'on arrivera à participer aussi à ce débat-là et à faire en sorte que tout le monde enfin qu'on avance, hein, tout simplement. Donc non, moi je trouve ça très très bien. Uberpool, pareil, c'est génial, honnêtement, c'est cool comme service, moi je trouve ça très bien. Après, encore une fois, et là on l'a bien vu au moment où Uberpop en fait a arrêté. Quand Uberpop a arrêté, on n'a pas du tout vu de report de passagers de Uber chez nous. Vraiment, c'était impressionnant. J'aurais bien aimé, hein, franchement, ça se trouve, on va voir tout le monde, ça va être cool. Pas du tout. En fait, on se rend compte qu'il y a des profils d'utilisateurs. Donc, il y a des profils d'utilisateurs qui vont être plutôt taxi. Il y en a qui vont être plutôt Uber. Et quand Uberpop n'est plus là, ils vont aller sur du UberX parce qu'il n'y avait pas une énorme différence de prix. Maintenant, ils vont aller sur du Uberpool parce que c'est à peu près les mêmes prix qu'Uberpop à l'époque. Et il y a des passagers qui sont plutôt Hitch parce que juste en termes d'état d'esprit, en fait, ça leur correspond plus. Et du coup, ceux-là, ils sont mieux avec nous. Alors après, c'est sûr que si on déconne et qu'on n'évolue pas, on se fera bouffer un jour. Mais si nous aussi, on arrive à progresser techniquement, si nous aussi, on propose des améliorations, je pense qu'en fait, on aura toujours notre place. Ouais. Dernière question. Je vous ai dit que vous n'étiez pas encore rentable. Est-ce que vous avez prévu d'être rentable bientôt ou de relever bientôt pour payer ça, salariés et tout? Alors, ouais, je ne sais pas encore. Pour l'instant, on n'a pas besoin de lever de l'argent tout de suite, donc on ne va pas le faire. En plus, on a quand même un environnement compliqué d'un point de vue concurrentiel, juridique, etc. Donc, c'est probablement pas le meilleur moment pour nous pour lever de l'argent. Donc, on devra relever de l'argent un jour, ouais, parce que c'est quand même compliqué de devenir rentable si vite. Après, on n'a pas besoin de le faire tout de suite, donc on verra, ça dépend comment l'entreprise évolue. Voilà, la rentabilité, c'est toujours pareil, si tu commences à essayer de développer ton service dans plusieurs pays en parallèle, honnêtement, ta rentabilité, c'est sûr que tu ne l'auras pas, hein, parce que ça, c'est des investissements, ça te coûte de l'argent et tu ne l'as pas tout de suite, quoi. Donc voilà, nous, l'objectif est déjà de pouvoir faire avancer le débat, d'avoir un service qui est bien accepté, bien compris à Paris,
déjà de stabiliser ça. Je pense qu'on aura apporté quelque chose à cette société, c'est déjà pas mal. Et après, si on arrive à faire ça et qu'on le duplique à l'étranger, ça viendra naturellement. Ok, bah, merci beaucoup. Hein. Il y a des bières si vous voulez continuer à parler en off.